Beverly Hills, Californie, 22 août 1922, il fait nuit. 3 détonations claquent à l'intérieur d'une imposante demeure victorienne. Les voisins sursautent. Ils connaissent bien cette maison, c'est celle de Fred et Dolly Oesterreich, un couple qui se dispute sans cesse. Mais ce soir, ce ne sont pas des cris, ce sont des coups de feu. Et ceci vous menez à l'une des plus incroyables histoires qui a pu se produire pendant le XXe siècle. Bienvenue au Récit de l'ombre. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et bien entendu faites un like si vous aimez, commentez et surtout partagez cette vidéo, ça me fera plaisir et plus on est de fous, plus on rit. La police donc arrive en quelques minutes, c'était l'époque où ils arrivaient rapidement quand on les appelait. Les agents franchissent la porte d'entrée, le spectacle les glace. La maison est sens dessus-dessous, meubles renversés, objets éparpillés. Apparemment, c'est un cambriolage, mais au milieu du salon, il y a donc un corps. Fred Oesterreich gît dans une mare de sang. 3 balles l'ont touché, une dans la tête, 2 dans la poitrine. Et à côté du cadavre, 3 douilles du calibre 25. Et les policiers donc dégainent leurs armes et ils fouillent le rez-de-chaussée, pièce par pièce, personne. Puis, ils tendent l'oreille parce que des cris montent de l'étage. Une voix de femme, elle est affolée. Les agents se précipitent dans l'escalier, ils atteignent le palier, mais à l'étage, personne non plus. Les cris continuent et ils proviennent d'un placard dans la chambre principale. Les policiers s'approchent. « Qui êtes-vous » La voix répond derrière la porte close. « Je suis Dolly, je vais bien, mais je suis coincé !» Les agents vérifient d'abord que l'étage est sûr, puis ils se dirigent vers le placard, tentent de l'ouvrir. La porte est verrouillée, elle est fermée à clé de l'extérieur. « Vous savez où est la clé ?» Et non, Dolly ne sait pas. Alors les policiers fouillent rapidement les environs et de l'autre côté du couloir, dans la chambre d'amis, ils la trouvent, ils trouvent la clé par terre. Ils reviennent, ils introduisent la clé dans la serrure et la porte s'ouvre et Dolly Oesterreich sort du placard. Elle n'est pas blessée, mais elle tremble de tous ses membres. Son visage est livide, ses yeux hagards. Les agents la font s'asseoir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'histoire qu'elle raconte est confuse, elle est hachée. Et en gros, voilà, j'ai accroché mes vêtements dans le grand dressing. Mon dos était tourné vers la porte. Et soudain, j'ai entendu une bagarre en bas, un fracas, des cris. Et avant que je puisse me retourner, la porte du placard avait claqué. J'ai pu entendre le verrou jouer de l'extérieur et non, j'ai vu personne, j'ai pas vu qui a fermé la porte, j'ai rien vu. Les policiers se regardent, cette affaire, ça tient pas vraiment debout. Est-ce que c'était une seule personne qui aurait d'abord attaqué Fred au rez-de-chaussée puis serait montée en courant pour enfermer Dolly avant qu'elle ne sorte du dressing? Ou alors est-ce qu'il y avait 2 complices, l'un en bas pour le meurtre et l'autre à l'étage pour neutraliser la femme? Peut-être même davantage. Les enquêteurs inspectent un petit peu la maison. Le saccage semble un peu grossier, un peu comme une mise en scène. Pourtant, Dolly affirme qu'il y a beaucoup d'objets de valeur. Chez eux, il y a de l'argent liquide, il y a des bijoux, des tableaux. Selon elle, il manque une seule chose, c'est la montre bracelet de Fred. C'est une pièce magnifique, incrustée de diamants, etc. Et il la portait en permanence. Et cette nuit, elle n'est plus à son poignet. Alors, les policiers ont quand même plusieurs doutes. Déjà, ça ne volait qu'une montre, une arme de calibre 25 qui est très petite. C'est plutôt le genre d'arme qu'on va trouver dans un sac à main de femme plutôt que lors d'un cambriolage avec effraction. Et puis, il y a les voisins. Quand les enquêteurs les interrogent, ils disent tous la même chose. Fred et Dolly Oesterreich, mais ils se disputent sans arrêt, c'est des cris, des portes qui claquent, des assiettes brisées. Et ce soir même, il y a une dispute terrible qui a éclaté entre eux, juste avant les coups de feu d'ailleurs. Donc, la police voudrait bien accuser Dolly parce qu'il y a quand même quelque chose de pas clair. Mais c'est impossible. Comment est-ce qu'elle aurait pu abattre son mari au rez-de-chaussée, monter à l'étage, s'enfermer dans le placard de l'extérieur et déposer la clé dans une autre pièce? Le scénario ne tient pas du tout. Il est physiquement irréalisable. Les enquêteurs sont dans l'impasse, donc, faute de mieux, ils creusent un petit peu le passé de cette jeune veuve. Alors, Dolly,
de son vrai nom Walburga Korschel, naît en Allemagne en 1880. Son enfance reste à peu près dans l'ombre. Ses parents émigrent aux États-Unis quand elle est encore petite. La famille s'installe à Milwaukee, dans le Wisconsin. C'est une communauté d'immigrés allemands. À 12 ans à peine, la petite Walburga travaille déjà dans une usine de textile, celle justement de Fred Oesterreich. Fred, lui, il est né à Chicago le 8 décembre 1877. Il est fils d'immigrés allemands, lui aussi, mais Fred a réussi. Il possède plusieurs usines, il fabrique des tabliers de cuisine, son affaire prospère, il embauche de la main-d'œuvre bon marché, des compatriotes fraîchement débarqués, des gamins et des personnes comme Walburga. Les années passent, Walburga grandit, elle devient une jeune femme, jolie, le sourire facile, un tempérament solaire. Fred, lui, il a 23 ans, il la remarque, elle en a 20, et ils se marient juste avant le tournant du siècle. Et au début, tout va parfait, tout va bien, tout va parfaitement. Fred est ambitieux, il est travailleur, son empire textile s'étend, il ouvre usine après usine dans le Midwest, l'argent coule, mais Fred a un problème. Il boit. Il boit beaucoup. Il boit beaucoup trop. Et quand il boit, il a une tendance à devenir violent. Des insultes, des coups, des humiliations. Dolly, c'est donc ainsi qu'on la surnomme désormais, elle endure. Elle est seule dans leur grande maison pendant que son mari travaille. Elle est seule quand il rentre ivre et la frappe. Le couple a un enfant, un seul, mais l'enfant meurt jeune et cette perte crée un fossé entre les deux. Fred se réfugie encore plus dans l'alcool, Dolly se réfugie encore plus dans la solitude. Leur mariage devient une coquille vide, ils restent ensemble par habitude, par convenance, aussi parce qu'on ne divorçait pas couramment à cette époque, mais l'amour s'est éteint depuis maintenant longtemps. En 1918, Fred annonce qu'il veut déménager, direction le sud de la Californie. C'est un nouveau départ, Los Angeles, le soleil, les palmiers, une vie différente, Dolly accepte. Quand ils emménagent dans leur villa de Beverly Hills, les voisins découvrent très vite que le couple se dispute. Les cris traversent les murs, les disputes éclatent en pleine rue, en public, sans retenue. En bref, le couple Oesterreich fait jaser. La police enquête donc sur Dolly. Est-ce qu'elle a pris un amant? Alors les voisins, les commerçants, les domestiques, personne ne l'a jamais vue avec un autre homme que Fred. Pas de liaison connue, pas de rendez-vous secret. Dolly semble fidèle. Malheureuse, certes, mais fidèle. Les enquêteurs continuent, ils cherchent des indices, des preuves, quelque chose qui pourrait transformer leurs soupçons en certitude, mais ils ne trouvent rien. Rien d'autre qu'un mariage raté, mesquin, sans joie. Mais à part ça, l'affaire du meurtre de Fred Oesterreich reste ouverte. Les soupçons continuent bien entendu de peser sur Dolly, mais sans preuve, impossible de l'arrêter. Dolly est libre. Elle est veuve, elle est riche, Fred lui laisse une fortune, $1 million, c'était une somme colossale à l'époque. Dolly quitte Beverly Hills, elle s'installe dans une nouvelle maison à Los Angeles, plus modeste que celle qu'elle avait auparavant, mais confortable. Et elle engage un avocat pour régler la succession. Cet avocat s'appelle Herman Shapiro, c'est un homme séduisant qui travaille beaucoup, peut-être même un peu trop. Et entre Dolly et Shapiro naît quelque chose, une attirance, des regards, des sourires, et puis davantage, et puis ils deviennent amants. Mais Shapiro, comme Fred avant lui, passe ses journées au bureau, il travaille. Dolly se retrouve seule, encore et toujours. Alors elle cherche ailleurs. Elle rencontre Roy Klumb. C'est un acteur, bel homme, charmeur. Dolly se met à voir les deux hommes en même temps, pourquoi pas. Shapiro ne sait rien de Klumb, Klumb ne sait rien de Shapiro, et Dolly jongle. 1 an passe après la mort de Fred. Le capitaine Herman Klein, du département de police de Beverly Hills, rend visite à l'avocat Shapiro. Il enquête toujours sur le meurtre de Fred Oesterreich et cette enquête piétine, pour le dire gentiment. Les enquêteurs restent persuadés que Dolly y est mêlée, d'une façon ou d'une autre, mais ils ne peuvent toujours pas le prouver. Le capitaine Klein entre dans le bureau de Shapiro et là, sur la table de travail, il voit quelque chose. Une montre, une belle montre, une montre bracelet magnifique, incrustée de diamants. Exactement
comme celle que Dolly avait décrite comme étant la seule chose volée lors du cambriolage. Le capitaine Klein sent son pouce accélérer beaucoup. « Dites-moi, d'où vient cette montre ?» Shapiro lève ses yeux et sourit. « Oh, ça c'est un cadeau de Dolly. » Le capitaine Klein se penche. « Mais vous savez que cette montre ressemble cruellement à celle qui aurait été volée la nuit du meurtre ?» Shapiro hoche la tête. « Oui, je sais. J'ai eu le même doute que vous quand Dolly me l'a offerte et je lui ai posé la question. Eh ben, écoutez, elle m'a dit qu'elle s'était trompée. La montre n'avait jamais été volée. Elle l'a retrouvée un peu plus tard, coincée sous un coussin du canapé dans le salon. » Bien entendu, le capitaine Klein, tout comme vous, tout comme moi, ne croit pas un mot de cette histoire. Dès qu'il quitte le bureau de Shapiro, il fonce chez Dolly et il la confronte. Dolly ne se démonte pas du tout. « Ah oui, c'est vrai, j'avais retrouvé la montre, mais bon, je pensais que c'était pas important, alors je vous ai rien dit. » Le capitaine Klein est stupéfait. Comment est-ce qu'elle peut mentir avec un tel aplomb ? Les journaux apprennent cette nouvelle révélation, ils s'emparent de l'affaire, les gros titres fleurissent, la veuve suspecte, la femme qui cache quelque chose. Roy Clumb, le deuxième amant de Dolly, prend peur. Il lit les journaux, il voit la tempête qui se prépare. Lui, il veut pas être mêlé à ça, alors il se présente à la police de lui-même et il a une confession à faire. « Écoutez, Dolly m'a demandé de la débarrasser d'un de ses pistolets, un calibre 25. Alors je l'ai jeté dans le puits de goudron de La Brea. » Alors les puits de La Brea, ce sont des fosses de bitume naturelles qui ont piégé pas mal d'animaux préhistoriques et il est difficile de récupérer quoi que ce soit là-dedans. Mais avant même que la police puisse organiser des recherches, un voisin de Dolly se présente également. « Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Dolly m'a demandé de la débarrasser d'une arme, un pistolet de calibre 25, et je l'ai enterré dans mon jardin. » La police récupère les deux armes. Mais elles sont dans un état lamentable, elles sont rouillées, elles sont corrodées. Il est totalement impossible, surtout avec les moyens de l'époque, de déterminer si ce sont les armes du crime. Les tests balistiques ne donnent absolument rien. Et quand les enquêteurs confrontent Dolly, elle a une explication toute prête et elle ne se démonte pas. « Ah oui, ce vieux truc, ah oui, écoutez, je les avais depuis des années, mais après la mort de Fred, je me sentais un peu mal à l'aise de les garder, donc j'ai demandé à des amis de m'en débarrasser. » La police, tout comme vous, tout comme moi, n'en croit rien. En juillet 1923, Dolly Oesterreich est arrêtée pour le meurtre de son mari. Mais il y a un problème, c'est que les faits n'ont pas changé. Il reste physiquement impossible que Dolly ait commis ce crime. Elle était enfermée dans le placard de l'extérieur, je vous le rappelle, et la clé se trouvait dans une autre pièce. Comment aurait-elle pu le faire ? Les enquêteurs s'acharnent et cherchent une faille dans son histoire et ne trouvent rien. Toutes leurs théories s'effondrent les unes après les autres. Donc, faute de preuves, les accusations de meurtre sont abandonnées et Dolly est libérée une fois de plus. 7 années s'écoulent, l'affaire tombe dans l'oubli, la vie continue. Dolly vit toujours avec son amant, l'avocat Shapiro, mais en 1930, donc, leur relation se brise, une rupture violente d'ailleurs, et définitive. Shapiro, fou de rage, décroche son téléphone et il appelle la police. « Écoutez, j'ai pas été honnête avec vous, j'en sais beaucoup plus sur ce qui est arrivé à Fred Oesterreich et j'ai quelqu'un dans mon bureau qui peut tout vous raconter. » Les enquêteurs se précipitent. Ils franchissent la porte du bureau de Shapiro et là, assis dans un fauteuil, il se trouve un homme dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Un homme petit, maigre, visage pâle, les yeux cernés. Son nom est Otto Sandhuber. Il est réparateur de machines à coudre et écrivain de fiction pulp, c'est la littérature de gare, à ses heures perdues. L'histoire qu'il va leur raconter dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Donc, pour ça, il nous faut revenir à Milwaukee, dans le Wisconsin, en automne 1913. Dolly Oesterreich, à cette époque, a 33 ans. Elle est mariée depuis plus d'une décennie à Fred, donc ce mariage malheureux. Fred travaille tout le temps, et quand il rentre, il est ivre, violent, etc. Dolly s'ennuie, elle se sent seule, elle se sent négligée, et d'ailleurs c'est le cas, et elle a des besoins que Fred ne comble pas. Un jour, sa machine à coudre tombe en panne. Dolly appelle Fred à l'usine, elle se plaint, et Fred promet d'envoyer quelqu'un pour la réparer. Il choisit un de ses employés, un jeune homme qu'il sait parfaitement compétent, qui s'appelle Otto Sandhuber. Il a 17 ans, il est orphelin, il est timide, il est solitaire et il a des rêves d'écrivain. Dolly
sait que Fred va envoyer Otto. Elle le connaît, elle l'a déjà vu à l'usine, ce garçon lui plaît. Alors, quand Otto sonne à la porte ce jour-là, Dolly ouvre, elle est seulement vêtue d'un parfum assez lourd, d'un peignoir de soie très léger, des bas et rien d'autre. Otto reste bouche bée. Dolly sourit, elle le fait entrer. La machine à coudre peut attendre. Ce jour-là, dans la maison des Osterreich, Dolly et Otto deviennent amants. Le garçon de 17 ans tombe fou amoureux de cette femme de 33 ans. Pour lui, Dolly est à la fois une maîtresse et une figure maternelle. Pour Dolly, Otto est une distraction, un jouet, un moyen d'échapper à sa vie terne. Leur liaison se poursuit, ils se retrouvent dans des hôtels, discrètement, mais les rendez-vous à l'extérieur deviennent compliqués. Dolly suggère qu'Otto vienne directement chez elle, pendant que Fred, par exemple, est à l'usine. Otto accepte, et il vient de plus en plus souvent, et même trop souvent. Les voisins commencent à poser des questions. « Qui est ce jeune homme qui vient tout le temps chez vous, madame ?» Et Dolly a sa réponse toute prête. « Oh, mais c'est mon demi-frère, il est un peu vagabond, il passe me voir de temps en temps. » Mais Dolly et Otto savent parfaitement que ça peut pas durer. Les ragots vont enfler et Fred va finir par découvrir la vérité et alors ça va être la catastrophe. Il faut donc trouver là une solution. Alors, il pourrait rompre. Pas vraiment une solution. Reprendre les rendez-vous à l'hôtel. C'est pas vraiment une solution non plus. Et Dolly a donc une bien meilleure idée, une idée folle. Otto va emménager dans le grenier de la maison. Comme ça, personne ne le verra entrer, personne ne le verra sortir, c'est QFD. Fred ne se doute de rien, il ne monte jamais au grenier de toute façon. Otto n'a pas de famille, personne ne va le rechercher. Il quitte donc son emploi à l'usine, il rassemble quelques affaires et il disparaît pour tout le monde. Otto Sandhuber s'est volatilisé. C'est volatilisé, mais pas pour tout le monde. En réalité, il vit au-dessus de la tête de Fred Osterreich. Le grenier est exigu, bas de plafond, sombre. Otto y installe un lit de camp. Dolly lui apporte de la nourriture, des bougies, des livres, du papier, de quoi écrire. Et chaque matin, dès que Fred part à l'usine, Otto descend. Il passe du bon temps avec Dolly. Ils font l'amour. Otto l'aide aux tâches ménagères. Il nettoie, il range. Il fabrique même du gin de baignoire, comme on appelait, c'était cet alcool frelaté qu'on faisait lors de la prohibition aux États-Unis. Et avant que Fred ne rentre, Otto remonte dans son grenier, tout simplement. Là-haut, il écrit donc ces histoires de gare, là, ces histoires pulp, de la fiction de pacotille, des récits d'aventure, de luxure. Il écrit à la lueur des bougies, il lit des magazines, des journaux. Il vit comme un fantôme. Le jour appartient à Dolly, la nuit appartient aux mots et aux rêves. Mais Fred commence à remarquer quand même des choses étranges. Il y a des bruits dans la maison, il y a des craquements, il y a des pas feutrés. Il dit à Dolly qu'il entend des fois des sons bizarres. Alors Dolly balaie ses inquiétudes. « Mais écoute, mon vieux, tu bois trop, tu t'imagines des choses. » Mais Fred insiste quand même. Écoute, la nourriture disparaît un peu vite quand même. Et puis en plus de ça, il manque de cigares dans ma boîte. Et il jurerait avoir vu passer des ombres devant sa porte la nuit. Dolly le rassure à chaque fois. « Oh mais écoute, tu travailles trop, tu fais des idées, arrête un petit peu avec tout ça, repose-toi un peu. » Et Fred finit par se convaincre qu'elle a raison. Peut-être qu'il devient fou, peut-être que c'est l'alcool, et puis voilà. Donc pendant 5 ans, le trio vit ainsi. Fred, Dolly et Otto. Dans 4 maisons différentes à Milwaukee, et à chaque déménagement, Otto s'installe dans le nouveau grenier. Et les mêmes bruits étranges suivent la famille Osterreich. Mais Fred n'enquête jamais vraiment. En 1918, Fred annonce qu'il veut déménager en Californie. Et Dolly pose donc une condition étrange. La nouvelle maison doit avoir un grenier. Et à Los Angeles, c'est très rare parce que le climat est doux. Et aux États-Unis, on ne met des greniers que dans les maisons où le climat est un peu plus rude. Mais Dolly insiste. Bon, Fred hausse les épaules, bon, les femmes. Soit. Donc Dolly envoie Otto en éclaireur. Quand Fred et Dolly arrivent à Los Angeles, Otto est déjà installé dans le grenier de la nouvelle maison de Beverly Hills. Fred emménage juste en dessous de lui, sans se douter de rien. Les années passent, Otto vit toujours dans l'ombre, mais il écrit, il progresse et il réussit même à faire publier quelques-unes de ses histoires dans des magazines pulp, sous un pseudonyme, bien entendu.
Et avec l'argent de ses publications, il achète une machine à écrire. Et la nuit, dans son grenier, il tape ses récits. Le cliquetis des touches résonne dans le silence, mais Fred dort, il n'entend rien, il ne se réveille jamais. Mais donc, le soir du 22 août 1922, tout bascule. Fred et Dolly se disputent. C'est une dispute violente. Fred a bu. Il a bu plus que d'habitude, même plus que quand il a trop bu. Il hurle, il devient très violent physiquement. Dolly crie et un bruit sourd. Dolly a glissé sur le tapis, elle tombe. Fred se jette sur elle. Dans son grenier, Otto entend tout. Il panique, il pense que Fred va tuer Dolly. Il attrape 2 pistolets de calibre 25, ceux que Dolly garde dans sa maison. Il dévale l'escalier et fait éruption dans le salon. Fred se retourne, il voit Otto, il le reconnaît. Cet adolescent qui travaillait à l'usine, celui qui a disparu quelques années plus tôt. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Fred comprend en un éclair. La rage l'envahit, il se jette sur Otto. Otto tire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les balles frappent Fred, tête, poitrine. Fred s'effondre. Le sang se répand sur le sol. Otto regarde le corps, il tremble. Dolly se relève, elle ne perd pas son sang-froid. Vite, vite, il faut que ça ressemble à un cambriolage. Dolly met la maison en désordre, elle renverse des meubles, elle éparpille des objets. Otto retire cette fameuse montre du bras de Fred, cette montre incrustée de diamants que Fred portait toujours. Puis Dolly ordonne à Otto de l'enfermer dans le placard à l'étage. Otto monte avec elle, il la fait entrer dans le dressing, il ferme la porte à clé, il jette la clé dans une autre chambre, puis il remonte dans le grenier. Et quand la police arrive, Otto est accroupi juste au-dessus de leur tête, silencieux et immobile, il retient son souffle et il les entend fouiller la maison, il les entend délivrer Dolly, il les entend poser leurs questions. Puis ils repartent et Otto reste dans son grenier, au-dessus du vide laissé par Fred. Après le meurtre, donc, Dolly déménage. Nouvelle maison, nouveau départ. Otto pourrait, en fin de compte, vivre au grand jour, mais non. Dolly lui ordonne de retourner dans le grenier, et Otto obéit. En fin de compte, il n'a jamais vraiment eu le choix. Il s'installe donc dans le grenier de la nouvelle maison, exactement comme avant, sauf que maintenant, il n'y a plus Fred. Sauf que maintenant, il y a l'avocat amant Shapiro. Et puis, il y a aussi l'amant acteur Roy Klumb. Et Otto écrit toujours, et il se cache toujours, et il existe toujours à peine. 1 an après le meurtre, Dolly est brièvement arrêtée, donc, l'affaire des armes cachées et des 2 pistolets de calibre 25. Et pendant que Dolly croupit en cellule, elle supplie Shapiro parce qu'elle a besoin qu'il aille chez elle et qu'il apporte des courses à son demi-frère vagabond, ce fameux Otto, donc, qui vit dans le grenier. Quand tu arriveras, tu vas dans la chambre, tu frappes 2 fois au plafond, et là, il saura qu'il peut descendre. Shapiro suit les instructions, il entre dans la maison vide, il monte dans la chambre, il frappe 2 fois au plafond, un panneau s'ouvre, une silhouette mince se glisse hors du grenier, Otto descend, maigre, pâle, les yeux écarquillés. Il voit Shapiro, un homme, un autre être humain. Et Otto est affamé de contact humain. Ça fait 10 ans qu'il vit dans des greniers. Ça fait 10 ans qu'il ne parle qu'à Dolly. Ça fait 10 ans qu'il n'a vu personne d'autre. Ça fait 10 ans qu'il n'a entendu personne d'autre. Alors quand Shapiro lui tend le sac de courses, Otto se met à parler. Il parle, et il raconte tout. Il raconte la liaison, il raconte le grenier, il raconte les années de clandestinité, il raconte le meurtre, il raconte tout. Shapiro écoute, bouche bée, horrifié, fasciné. Mais au lieu d'aller à la police, Shapiro fait sortir Otto du grenier. Il lui trouve un travail de concierge à San Francisco. Otto part, il se marie même et il tente de reconstruire une vie normale. Le secret semble enterré pour toujours, jusqu'en 1930, jusqu'à la rupture entre Dolly et Shapiro. Shapiro, furieux, blessé, vengeur, appelle donc la police. Il leur raconte tout. Otto est retrouvé. Il finit par revenir à Los Angeles. Les enquêteurs l'arrêtent et Dolly est arrêtée à son tour. La presse explose. Les journaux parlent de l'affaire Batman parce que Otto vivait comme une chauve-souris. Chauve-souris en anglais, ça se dit bat. L'affaire fait des gros titres dans tout le pays.
Dolly, la veuve fatale, Otto, le fantôme du grenier, l'homme qui a disparu pendant 10 ans, l'amant qui vivait au-dessus de la tête du mari. Le procès d'Otto commence. Il est accusé de meurtre, mais son avocat plaide. Otto était l'esclave sexuel de Dolly, il était manipulé, il était dominé, il était enfermé pendant 10 ans, privé de liberté, privé de vie. Il n'a tiré que pour sauver Dolly, que pour se défendre, que pour protéger la femme qu'il aimait. Le jury rend son verdict, homicide involontaire. Mais il y a un truc, le délai de prescription. Et le délai de prescription pour l'homicide involontaire est de 7 ans. Le meurtre de Fred a eu lieu en 1922, et donc en 1930, 8 ans se sont écoulés. Le délai est dépassé, Otto est libéré. Il quitte le tribunal, il disparaît de nouveau, et cette fois pour de bon, il change de nom, Walter Klein. Il part au Canada, puis revient à Los Angeles, et il vit le reste de sa vie dans l'obscurité. Personne ne sait vraiment ce qu'il devient. Quant à Dolly, elle passe en jugement pour complot. Complot en vue de commettre un meurtre. Alors là, les débats sont houleux. Dolly nie tout, elle prétend avoir été manipulée elle aussi, elle prétend avoir eu peur, et les jurés délibèrent longtemps, très longtemps, trop longtemps. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. La plupart penchent pour l'acquittement, et donc le procès se termine par un jury bloqué. En 1936, les charges contre Dolly sont abandonnées. Elle est maintenant libre, définitivement. Elle reste à Los Angeles. Elle vieillit. Elle vit de l'héritage de Fred, le mari dans le salon duquel Otto a tiré. Elle vieillit seule. Elle vieillit seule comme elle a toujours été seule, même quand Otto vivait au-dessus de sa tête, même quand Shapiro et Klumb partageaient son lit. Et le 8 avril 1961, Dolly Oesterreich meurt. Elle a 80 ans. 2 semaines plus tôt, elle s'est mariée une dernière fois. Un dernier homme, un dernier secret peut-être. Puis elle s'éteint dans son lit à Los Angeles, la ville où tout a basculé, la ville où Fred est mort, la ville où Otto est sorti de l'ombre. Et maintenant, on peut se dire, mais qu'est-ce qui reste de cette histoire? Des questions sans réponse. Comment une femme peut-elle tenir un homme enfermé pendant 10 ans? Comment un homme peut-il accepter de vivre ainsi, dans un grenier, dans l'ombre, sans voir le soleil, sans parler à personne, sans exister? Est-ce que Otto aimait Dolly? Ou est-ce qu'il était son prisonnier? Est-ce que Dolly aimait Otto? Ou est-ce qu'il n'était qu'un instrument à son service? Et dans cette affaire, qui est la victime? Alors Fred, bien sûr, il a été abattu dans son salon, c'est une victime. Mais Fred était violent, alcoolique, il frappait Dolly, il la terrorisait. Alors Otto, est-ce que Otto est la victime? Ce garçon de 17 ans qui a rencontré une femme de 33 ans, qui est tombé amoureux, qui a accepté de se cacher, de disparaître, de ne plus exister pour elle? Ou est-ce que Dolly est la victime? La femme piégée dans un mariage malheureux, la femme battue, la femme seule, qui a cherché du réconfort, qui a cherché de l'affection et qui a trouvé un jeune homme prêt à tout pour elle, y compris à tuer. Donc l'affaire de l'amant du grenier pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est l'histoire d'une passion dévorante, c'est l'histoire d'une manipulation subtile, d'une vie vécue dans l'ombre, d'un meurtre commis au nom de l'amour ou commis au nom de la peur ou de la folie. Otto Sandhuber a passé 10 ans de sa vie dans un grenier pour une femme qui ne l'aimait peut-être pas vraiment, ou peut-être que si, pour un amour qui n'en était peut-être pas un. Il a tué pour elle, il s'est caché pour elle, il a renoncé à tout pour elle, et à la fin, il est parti, seul, comme il avait toujours été seul, même quand il était avec Dolly. C'était Récit de l'ombre, merci de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.